raison de la pandémie qui touche le monde actuellement, nous avons dû réviser nos méthodes de tournage. Nous vous prions de nous en excuser. Simon Baroudé est docteur en médecine, docteur en psychologie, qualifié en neurologie et en psychiatrie. Il est spécialiste des maladies du système nerveux, des troubles mentaux, du comportement et possède une double formation en psychologie médicale, cognitivo-comportementale et psychanalytique. Il s'intéresse au stress, aux situations de crise, aux troubles dissociatifs, aux registres borderline, aux pathologies résistantes, aux pathologies complexes et plus généralement aux pathologies aux frontières de plusieurs catégories anatomo-cliniques ou psychopathologiques. Adepte de l'interdisciplinarité, il est l'élève de Pierre Fédida et de Daniel Wildoscher. Docteur Baroudé, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous laisse vous présenter. Pour me présenter en 2 minutes, je suis neurologue et psychiatre. Maintenant, je fais surtout de la psychiatrie. Sur le plan neurologique et neurochirurgical, je suis l'élève de Raymond Houdard, qui avait fondé le service de neurochirurgie de la Riboisière. Ensuite, depuis bientôt 25 ans, j'ai exercé à la Salpêtrière dans le service du professeur Wildoscher. Et sur le plan psychiatrie, parce que je fais actuellement essentiellement de la psychiatrie, je suis avant tout l'élève de Pierre Fédida, qui est un intellectuel français de renom, qui a été président de la faculté de psychologie à Paris 7, qui est psychanalyste, qui est philosophe, psychologue, psychanalyste. Et je suis également l'élève, bien sûr, de monsieur Daniel Wildoscher, qui avait fondé le service de psychiatrie adulte de la Pitié-Salpêtrière. Je suis élève de monsieur Wildoscher et de ses successeurs. Monsieur le professeur Jean-François Lillers, qui est maintenant secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, puis le successeur de monsieur Lillers, monsieur le professeur Roland Jouvent, et le successeur de monsieur Roland Jouvent, mon ami et maître, le professeur Philippe Fossati. Donc, sur le plan de la psychiatrie, parce que je fais surtout de la psychiatrie maintenant, même si dans le temps j'avais fait de la neurologie et de la neurochirurgie, sur le plan de la psychiatrie, j'ose prétendre appartenir à l'école de la Salpêtrière, qui est une école tout à fait connue. C'est une école qui avait été fondée par Jean-Martin Charcot, qui avait eu la première chaire de neurologie, n'est-ce pas, dans l'histoire. Et puis, Jean-Martin Charcot a eu comme assistant Sigmund Freud et Pierre Janet. Et là, plutôt que vous parler davantage de moi-même, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire à la fois passionnante et très importante, parce qu'elle est parfois oubliée. La psychopathologie, la psychiatrie même, la psychiatrie moderne, elle est née à la Pitié-Salpêtrière, à la Salpêtrière pour être précis, qui est là juste derrière. Je vais vous raconter l'histoire de la psychiatrie et de la psychopathologie et comment, d'une certaine façon, elles sont nées ici, juste derrière, à l'hôpital de la Salpêtrière. Jean-Martin Charcot, qui avait fondé la première chaire de neurologie, avait dans son service des patients qui avaient des troubles du comportement et des troubles du jugement, et il y avait des épileptiques, il y avait des hystériques, il y avait toute une catégorie de patients. Et Jean-Martin Charcot était quelqu'un qui était un adepte de la méthode anatomo-clinique. Il voulait, Jean-Martin Charcot, comprendre le mécanisme des lésions qui engendraient ces troubles chez ces patients. Donc, il a fait beaucoup de dissections, il a exploré pas mal de choses. Chez certains patients, il a découvert qu'il y avait des lésions neurologiques, à l'autopsie essentiellement. Chez d'autres, il a découvert qu'il n'y en avait pas. Ceux chez lesquels il y avait des lésions, c'est par exemple les épileptiques.
Donc, on a vu que chez les épileptiques, il y a des lésions qui irritaient le cortex cérébral, qui engendraient les crises. Ceux chez lesquels il n'a pas retrouvé de lésion, à son grand désespoir, parce qu'il a consacré toute sa vie à ça, ce sont les malades qui avaient des symptômes neurologiques comme des paralysies, par exemple, qui sont des symptômes neurologiques par excellence, des troubles visuels, mais c'était surtout des paralysies à l'époque, des paraplégies. Et chez ces patients, il avait beau chercher, il ne trouvait pas de lésions anatomocliniques. Il ne trouvait pas d'atteinte au niveau du système nerveux. C'est un petit peu à partir de ça qu'est née la séparation entre la neurologie et la psychiatrie. Alors en gros, la neurologie, ce sont les troubles du comportement, les troubles du jugement. Quand je dis troubles du comportement, ça fait partie de troubles du comportement sensitivo-moteur, de langage, tout ça. La neurologie, c'est cette partie de la pathologie où l'on retrouve des lésions dans le système nerveux. Et la psychiatrie, c'est la partie de la pathologie, de cette pathologie où il n'y a pas de lésions, où l'on ne retrouve pas, où l'on ne retrouve pas de lésions dans le système nerveux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais disons qu'on ne retrouve pas de lésions évidentes comme ça, du moins à l'époque de Charcot. Et lui, son principal instrument, c'était les dissections, bien sûr, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni scanner ni IRM. Il y a des patients qui ont fait tourner Charcot en bourrique, si j'ose dire. C'était les patients dits hystériques. Alors hystérique, c'est devenu un mot un petit peu grossier qu'il faut pas utiliser trop souvent parce que ça a une connotation péjorative. Les hystériques, ce sont des gens qui ont des troubles en apparence neurologiques, c'est-à-dire en apparence qui relèvent d'une atteinte des fibres nerveuses ou de l'encéphale ou de la moelle, mais qui n'ont aucune lésion, ni au niveau des fibres nerveuses, ni au niveau de l'encéphale, ni au niveau de la moelle. À ce moment-là, Jean-Martin Charcot a fait appel à l'un de ses assistants. C'était qui cet assistant? C'était Sigmund Freud, qui faisait un stage à la Salpêtrière. Sigmund Freud, qui, au départ, faut pas l'oublier, c'est quelqu'un qui était un neurologue, même un neurologue très très calé. Il avait fait des travaux en psychopharmacologie sur la cocaïne, en pharmacologie tout court sur la cocaïne. Il avait aussi travaillé sur des dissections. Il a fait de la neuroanatomie, de la neurophysiologie. Il a travaillé dans les laboratoires de neurophysiologie les plus importants, n'est-ce pas, de son époque. Donc, Sigmund Freud était un neurologue, un vrai, et quelqu'un qui connaissait les troubles organiques en neurologie. Et Jean-Martin Charcot a demandé à Freud d'étudier justement ces maladies hystériques, entre guillemets. À l'époque, on utilisait ce terme de manière tout à fait commune et sans qu'il y ait de connotation, péjorative ou désobligeante. Maintenant, on n'utilise plus ce terme, ne serait-ce que parce qu'il y a une connotation un petit peu désobligeante, pour certains. Sigmund Freud, quand il a fait les travaux sur ces malades qui avaient des symptômes neurologiques et où on ne retrouvait pas de lésions au niveau du système nerveux, il a découvert une chose, déjà, c'était qu'il y avait une discordance entre les symptômes neurologiques de ces patients et puis la systématisation du système nerveux tel qu'on la connaît. Alors, il s'est dit, tiens, peut-être que ça vient pas du système nerveux. Ça vient pas du système nerveux, se divise en deux parties. Le système nerveux central, qui est l'encéphale, contenu de la boîte crânienne, la moelle épinière que l'on trouve dans le canal rachidien, dans la colonne vertébrale, et puis les nerfs périphériques, système nerveux périphérique. Alors, il s'est dit peut-être que ça sert à rien de continuer à chercher au niveau du système nerveux, puisque ça se trouve, là je trouve rien, Charcot n'a rien trouvé, et peut-être qu'on ne trouvera jamais rien, peut-être qu'il faut chercher ailleurs. Et il s'est dit, si l'on devait étudier dans l'espace justement l'origine des lésions de ces patients, alors il y a deux sortes d'espaces. Il y a l'espace tridimensionnel, euclidien, qui est l'espace anatomique, neuroanatomique de la morphologie. Autrement dit, cet espace, c'est le contenu de la boîte crânienne, l'encéphale, la moelle épinière, etc. C'est dit que peut-être que les lésions ou les anomalies en question se trouvent
non pas dans cet espace-là tridimensionnel euclidien qui est celui de l'anatomie en général et de la neuroanatomie en particulier. Il s'est dit, il doit avoir une autre dimension et il a appelé ça l'appareil psychique. Et les rapports exacts entre l'appareil psychique et le système nerveux ne sont pas très bien connus, ne sont pas très bien déterminés. Freud, qui était quelqu'un de remarquable, c'est un génie et de pragmatique, s'est dit, voilà, l'appareil psychique, je ne connais pas encore quels sont ses liens exacts avec le système nerveux. Est-ce que l'appareil psychique est-il synonyme de cerveau? Est-il synonyme de la production du cerveau? Ou bien est-ce que c'est autre chose qui se situe dans une autre dimension? Quand je dis dimension, je me réfère à dimension au sens physique du terme. Vous savez qu'il y a, n'est-ce pas, des espaces de n dimensions, que même les phénomènes physiques les plus élémentaires, par exemple une bicyclette, évolue dans un espace qui n'est pas un espace à 3 dimensions. Je crois qu'elle évolue dans un espace à 12 dimensions, parce qu'il y a le mouvement qui consiste à avancer, à tourner de droite à gauche. Il y a aussi, faut tenir compte du mouvement du pédalier, le mouvement du guidon. Donc sur le plan mathématique, disons, une bicyclette, toute bête, ça évolue dans un espace à 12 dimensions. D'accord? Alors, la personne qui est sur la bicyclette, dans quel espace évolue-t-elle? Alors, son corps, il évolue dans un espace encore plus vaste, puisque ses mouvements sont encore plus complexes ou plus vastes que ceux de la bicyclette, parce qu'il a déjà 10 doigts, donc si on compte les mouvements de chacun des doigts, etc., et une langue, les mouvements de langue, etc. Et aussi une personne qui est sur la bicyclette, ou qui n'est pas sur la bicyclette, elle a des pensées et les pensées correspondent à ce qu'on appelle en mathématiques et en physique l'espace des états. Et l'espace des états mentaux, c'est pas un espace de 3 dimensions, ni même de 4 dimensions si on tient compte de la dimension du temps. C'est un espace qui comporte 1 million ou 1 milliard de dimensions. Hein. Alors, à l'époque de Freud, il n'y avait pas encore tout ça, parce que tout ça, c'est venu après, c'est venu avec la théorie de la relativité. Entre autres, ça a été popularisé par la théorie de la relativité. Freud avait utilisé les géométries non euclidiennes pour étayer sa théorie. Mais Freud avait cette intuition-là. Donc Freud s'est dit, pour ces patients-là, ça ne sert à rien de chercher au niveau du corps, au niveau de la partie organique, de la partie physique. Les lésions ou les anomalies se situent ailleurs. C'est à partir de là, si l'on peut dire, que naît la psychiatrie moderne, naît la psychopathologie et la psychiatrie moderne, avec la séparation entre neurologie, où on retrouve des lésions sur le plan somatique, physique, organique, dans l'espace tridimensionnel, et la psychiatrie où on ne retrouve pas de lésions, du moins au niveau de la dissection, c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Ça continue à être vrai, même si maintenant les progrès de l'imagerie se sont beaucoup développés et qu'on retrouve chez certains malades mentaux des anomalies, morphologiques, lésionnelles, plutôt micro-lésionnelles au niveau de leur système nerveux central. Mais c'est un domaine de recherche qui est encore ouvert. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'avais travaillé là-dessus, c'est l'imagerie fonctionnelle cérébrale au laboratoire de psychologie cognitive de la Salpêtrière, au l'ENA. Donc c'est un domaine de recherche qui est tout à fait fondamental et important, mais pour le moment, disons, on n'a rien trouvé de vraiment concret qui permette de rapporter les troubles mentaux à une lésion dans l'espace tridimensionnel neuroanatomique. Bon. Donc ça, c'est la séparation entre la psychiatrie et la neurologie, qui entre autres a été permise grâce aux travaux de Freud. Il y a un autre personnage de la Salpêtrière, très important, qu'il faut citer, c'est Pierre Janet. Alors, Pierre Janet, donc, c'est un Français, et il travaillait aussi dans le service du professeur Charcot. Janet était philosophe de base. À l'époque, la philosophie et la psychologie faisaient partie d'une même discipline. Plutôt, la psychologie était intégrée à la philosophie. Et Pierre Janet a fait un doctorat de psychologie qu'il a appelé l'automatisme psychologique,
Puis il a fait des études de médecine il a fait sa thèse de médecine. Et il a travaillé comme assistant de Jean-Martin Charcot. Puis il a été nommé au Collège de France. Moi, j'aime beaucoup Pierre Janet. Enfin, j'aime beaucoup Sigmund Freud, puisque je suis l'élève de Pierre Fédida, qui lui-même est freudien, que je suis l'élève de Daniel Wildescher, qui a été président de l'Association internationale de psychanalyse. Mais Monsieur Pierre Fédida et Monsieur Daniel Wildescher, ce sont des êtres, des scientifiques remarquables et interdisciplinaires, c'est-à-dire qui s'intéressent aux échanges entre les différentes disciplines, entre les sciences humaines, les sciences dites molles et les sciences dites dures, ou entre les deux la biologie, qui est ni molle ni dure, enfin qui se situe entre les deux. Donc mon maître Pierre Fédida s'intéressait aussi beaucoup à la biologie, bien qu'il soit psychologue et philosophe de formation. Mon maître Daniel Wildescher s'intéressait bien sûr à la psychologie et à la psychopathologie et à la psychanalyse, mais il s'intéressait aussi à d'autres domaines du psychisme, parce qu'il a aussi été président de la Société de thérapie cognitivo-comportementale, la Société française de thérapie cognitivo-comportementale. Daniel Wildescher, mon maître, à la fois a été président de l'Association internationale de psychanalyse et de la Société française de thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est dire que c'est quelqu'un réellement interdisciplinaire. Et comme de plus, il était à la Salpêtrière, qui est le temple de la neurologie, peut-être un petit peu moins maintenant parce que les anglo-saxons ont pris le dessus, mais la neurologie, je le répète, est née à la Salpêtrière, et d'une certaine façon la psychiatrie aussi. Monsieur Daniel Wildescher s'intéressait aussi forcément à tout ce qui est neurologique, puisqu'il exerçait dans un hôpital qui était la capitale mondiale de la neurologie. Donc moi-même, je m'intéresse à la fois à ce qui est neurologique et à ce qui est psychiatrique. Maintenant, dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui est tout à fait passionnant, qui reste une énigme. Dans tout ce qui est le domaine du système nerveux et du domaine du psychisme, il y a beaucoup de choses qui restent énigmatiques. Et il y a énormément de choses passionnantes. Mais ce qu'il y a de plus passionnant dans ce domaine, à mon humble avis, c'est ce qu'on appelle les troubles dissociatifs. Les troubles dissociatifs, c'est une vraie énigme, et elle reste une énigme. Et à mon avis, s'il y a des progrès fondamentaux qui vont être faits, qui devraient être faits dans le domaine de la compréhension du psychisme, c'est les troubles dissociatifs. Alors, il ne faut pas confondre troubles dissociatifs avec pathologie dissociative. Ça arrive souvent comme ça en médecine, et même en dehors de la médecine, il y a des homonymies, des termes dont la signification précise prête à plusieurs interprétations. La pathologie dissociative, qui est pas particulièrement, disons, mon domaine d'intérêt direct, même si ça m'intéresse beaucoup parce que je suis psychiatre, en gros, ça touche à la schizophrénie. Juste deux mots sur la schizophrénie avant de revenir sur les troubles dissociatifs tels qu'ils ont été décrits par Pierre Janet. Schizophrénie, c'est un terme qui avait été inventé par Eugène Bleuler, schizo comme coupé. Et il avait, chez les malades mentaux atteints de schizophrénie, il avait découvert qu'il y avait des choses qui étaient incohérentes dans leur comportement et incohérentes dans leur psychisme, comme s'il y avait une césure, une coupure entre, n'est-ce pas, comme entre différentes parties de leur appareil psychique ou de leur système nerveux. Donc, il a utilisé le terme schizo qui vient du grec, qui veut dire couper, séparer, et phrénie, en gros, ça veut dire l'humeur. Pour en finir, enfin juste un mot pour la schizophrénie. Après, il y a Émile Kraepelin, qui lui était aussi un grand psychiatre allemand, lui aussi. Les deux, n'est-ce pas, venaient du même Bleuler, je crois qu'il était la partie hongroise de l'Autriche, de l'Empire austro-hongrois. Et Émile Kraepelin était allemand. Et Émile Kraepelin considère, et beaucoup de gens à sa suite le pensent, c'est que derrière
les troubles mentaux se trouvent des lésions organiques. On retrouve toujours le même débat qui est loin d'être clos. Et pour Émile Kraepelin, la schizophrénie, ces troubles mentaux décrits par Eugène Bleuler, ça correspondait à des lésions, un peu comme on peut retrouver chez les patientes âgées ou atteintes, par exemple, de démence, de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que Kraepelin a appelé la schizophrénie démence précoce. Pourquoi? Parce que c'est comme une démence. En gros, c'est comme un Alzheimer, mais au lieu de survenir chez quelqu'un d'âgé, de 50, 60, 80 ans, ça survenait chez des adolescents. Et donc, il a appelé ça démence précoce, et il sous-entendait par là que les désordres à l'origine de la schizophrénie étaient de type organique, un peu comme dans l'Alzheimer. Dans l'Alzheimer, il y a en gros une atrophie corticale, il y a aussi des plaques amyloïdes, mais c'est organique. Dans la schizophrénie, au sens de démence précoce que lui a donné Kraepelin, c'est une maladie organique et c'est une maladie neurologique. Ok? Donc, il y a ces troubles, il y a ces syndromes dissociatifs de la schizophrénie qui probablement relèvent in fine et en fin de compte de la neurologie, et je pense qu'au fur et à mesure ça va être étayé, et puis la schizophrénie risque de va rejoindre peut-être les rangs des troubles neurologiques, au sens que ce sont des maladies qui relèvent d'une cause lésionnelle. En revanche, ce qu'on appelle les troubles dissociatifs, c'est un terme que l'on doit à Janet, ou du moins c'est Janet qui l'a popularisé, Pierre Janet qui l'a popularisé, parce que Janet s'est aperçu que chez certains des patients sur lesquels il faisait des expériences à la Salpêtrière, alors rassurez-vous, ce n'étaient pas des expériences qui mettaient en danger ces patients, c'était des expériences qui consistaient principalement en des séances d'hypnose. Janet avait recours à l'hypnose, et il s'est aperçu que sous induction hypnotique, les patients pouvaient, par exemple, changer de personnalité, c'est-à-dire telle personne, que nous appellerons Marie, pouvait, sous induction hypnotique, devenir quelqu'un d'autre, mais qui s'appelle Jeanne, avec une autre personnalité, une autre histoire, un autre comportement. Donc, il dit, c'est pas possible. Il doit y avoir une coupure, une séparation, quelque part. Mais c'est pas la même coupure qui est de l'ordre de celle qu'il y a dans la schizophrénie. Pour ça, il y a parfois un peu ce malentendu, troubles dissociatifs qui sont au sens janétien du terme, que l'on retrouve dans le registre du mental, pour lequel on n'a pas encore trouvé de support neuroanatomique ni lésionnel, et les symptômes dissociatifs au sens psychotique ou schizophrénique du terme. C'est pas la même chose, même s'il peut y avoir des éléments de convergence ou de ressemblance. Alors, les troubles dissociatifs, ça reste un énorme mystère. Déjà, malgré les méthodes que nous avons d'exploration que nous avons, on a du mal à retrouver, comme je le disais, des lésions physiques chez ces patients, et également ces troubles dissociatifs sont inaccessibles aux médicaments, ce qui va aussi dans le sens de l'absence, on va dire, de causalité biologique. Parce que comme vous le savez, il y a eu la révolution de la psychopharmacologie, dont l'initiateur, c'était Pierre Deniker à Sainte-Anne, avec qui, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être son élève pendant quelques mois. Il était en fin de carrière, parce que M. Pierre Deniker bien sûr, est décédé maintenant. C'est une immense figure de la psychiatrie. Il avait découvert, en gros, les neuroleptiques. Il avait découvert qu'en donnant des médicaments psychotropes aux gens, on pouvait modifier leur pensée, et en l'occurrence, en ce qui concerne le délire, les hallucinations. Un malade mental qui délire, dont les pensées sont complètement discordantes,
quand on leur donne des neuroleptiques, ils n'ont plus d'hallucinations, leurs pensées ne sont plus discordantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un support biologique dans les troubles mentaux. Logique, si quand on donne une substance pharmacologique, les pensées de la personne se modifient, c'est que forcément il y a un support biologique, il y a un support organique. Alors, on a des médicaments qui marchent dans presque tous les troubles mentaux, sans forcément les guérir. Par exemple, la schizophrénie, on ne va pas la guérir malheureusement complètement ou définitivement avec les neuroleptiques, synonymes qu'on utilise maintenant le terme, c'est antipsychotique, mais les médicaments agissent dessus. La dépression, les médicaments agissent sur la dépression. On a des antidépresseurs qui sont efficaces, et donc il y a un substratum biologique de la dépression, etc. L'anxiété, on a des anxiolytiques. Tout le monde connaît le Valium, le Lexomil. C'est tout à fait évident que ça calme l'anxiété. Mais il reste un domaine des troubles mentaux où on ne retrouve nulle corrélation d'ordre biologique, ni pharmacologique, ni lésionnel, c'est-à-dire l'étude de l'imagerie, encore moins la prise de sang, parce que les prises de sang en psychiatrie sont, ne permettent pas d'apporter de diagnostic, contrairement à d'autres disciplines, bien sûr. C'est pas comme le diabète, on fait une prise de sang, on trouve que le sucre est anormalement élevé, le patient est diabétique. Donc en psychiatrie, la prise de sang n'apporte pas grand-chose, si ce n'est dans certains aspects qui sont du domaine de la recherche. Donc ces troubles dissociatifs, c'est un énorme mystère. C'est une énigme à laquelle Freud a été confronté, et puis tous les autres par la suite. Docteur Baroudé, l'hypnose est une technique qui est utilisée de façon très large aujourd'hui. Considérez-vous qu'elle peut être dangereuse, ou du moins pour certaines pathologies? Alors l'hypnose, justement, c'est un sujet qui est très important, puisque je disais que Janet, c'est un domaine qui est assez vaste. Donc il y a à la fois l'hypnose de music hall, il y a l'hypnose, disons moins sérieuse ou à visée récréative, et il y a aussi l'hypnose scientifique. Et Pierre Janet a travaillé sur l'hypnose scientifique. C'est quelqu'un qui a jeté les bases de l'hypnose scientifique. Quand Pierre Janet a commencé ses travaux, ici à la Salpêtrière, dans le laboratoire que lui a créé le professeur Charcot, donc le concept d'hypnose était déjà bien établi, bien étayé. On fait remonter les origines de l'hypnose à Mesmer, disons, utilisait ce qu'il appelait le magnétisme, d'où le terme mesmérisme qui revient à magnétiser, et puis après on a utilisé le terme hypnotiser, vous voyez, qui consistait à modifier les états mentaux des gens à l'aide d'un quelconque fluide magnétique. Alors il utilisait des baquets avec comment dire tout un système, et les participants étaient reliés au baquet avec des chaînes métalliques, et on supposait que quelque chose de magnétique se produisait dans leur organisme, et que ils rentraient dans des états de transe ou d'hypnose. On a aussi utilisé le terme de somnambulisme artificiel, d'accord? Donc d'ailleurs, l'hypnose a toujours été utilisée, même dans les temps les plus anciens, puisque les chamans, tout ça, tous les rituels un peu magiques, la sorcellerie, choses qu'on retrouve encore maintenant en Afrique noire, aussi en Afrique du Nord. Il y a encore des pratiques de guérison en évoquant des prières ou des choses comme ça. Ça a toujours existé, c'est une variante d'hypnose. Et l'hypnose utilise quelque chose qui s'appelle la faculté de dissociation mentale. L'hypnose est un rapport avec la dissociation mentale, parce que l'hypnose produit ses effets en induisant une dissociation mentale au sens que Janet donne à ce terme. Donc, c'est de plus en plus passionnant, comme vous pouvez le constater. Les troubles dissociatifs, sur le plan du mécanisme psychopathologique, c'est fondamental et c'est passionnant. C'est
c'est quelque chose qui a à voir avec l'hypnose, la modification des états de conscience ou le somnambulisme éveillé. Et l'hypnose, ça marche. L'hypnose, ça marche lorsque c'est bien utilisé, lorsque les indications sont bonnes et judicieuses, ça marche. Il y a des contre-indications à l'hypnose. Attention, dans l'hypnose, par exemple, quelqu'un de psychotique qui hallucine, etc., qui a une désorganisation mentale, il faut pas faire chez ce patient de séance d'hypnose parce qu'on va aggraver la désorganisation mentale, on risque d'aggraver le délire. Mais lorsque les indications sont bien posées, ça donne de bons résultats. Personnellement, je m'intéresse pas à l'hypnose dans les problèmes, disons plus comment dire, pas très psychopathologique ou moins psychopathologique. Vous-même, vous avez des séances d'hypnose, mais vous n'êtes pas une malade mentale parce que vous fumiez. Pareil, l'hypnose parce que bon, on est un petit peu gros, on mange trop. Ça, je ne pratique pas ce genre d'hypnose. Je pratique l'hypnose dans les troubles psychopathologiques qui sont du registre justement ce sont des maladies mentales complexes et résistantes à d'autres méthodes thérapeutiques. Donc troubles dissociatifs, hypnose. Il y a aussi quelque chose d'important qui est sur lequel j'ai écrit un petit peu, enfin que j'ai écrit même beaucoup, sur lequel il y a un livre qui va paraître. Les troubles dissociatifs ont se rapportent au sens commun. Au sens commun, ou le bon sens. Vous avez René Descartes a écrit le discours de la méthode, dans lequel il abordait le sujet du bon sens, à la fois en faisant la louange du bon sens, mais à la fois en critiquant le bon sens, en disant que le bon sens, parfois, ça peut conduire à des conclusions sommaires. Et Descartes préconisait la rationalité, l'analyse rationnelle des choses, et pas uniquement se fonder sur des intuitions qui peuvent être fausses. Parce que parfois, on a des idées qui peuvent nous sembler émaner du bon sens, mais qui, c'est comme les superstitions, c'est comme les préjugés, ça semble être du bon sens, mais ce sont des choses qui sont nocives sur le plan de la connaissance intellectuelle et qui induisent en erreur. Moi, je m'intéresse au lien entre les troubles dissociatifs, ou la faculté de dissociation, et le bon sens, vous voyez, le sens commun. Le sens commun, c'est quoi? C'est-à-dire le fait d'adhérer à une idée sans nécessairement avoir une preuve physique, ni même une démonstration rationnelle, simplement parce qu'on se dit, la plupart des autres personnes adhèrent à cette idée, donc c'est du bon sens, donc cette idée doit être vraie. Alors c'est à la fois très important et passionnant, le sens commun, parce que c'est ce qui permet aux êtres humains d'être proches les uns des autres, n'est-ce pas, de partager des mêmes principes, des mêmes idées, des mêmes croyances, et en même temps, le sens commun, lorsqu'il est mal utilisé, ça peut induire des problèmes comme la manipulation mentale, n'est-ce pas? D'ailleurs, une bonne partie de l'hypnose, pour être honnête, c'est de la manipulation mentale, mais c'est de la manipulation mentale thérapeutique. Alors, il n'y a pas que l'hypnose, il y a aussi les manipulations mentales de masse, si vous voulez. C'est pas forcément des manipulations mentales de masse qui sont mauvaises ou qui sont nocives. Par exemple, la publicité, c'est de la manipulation mentale, il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal à ça. Ça c'était entre autres sur les travaux des behavioristes américains, Watson, puis Skinner. C'est une façon de faire appel au sens commun des gens qui, comme ça, adhèrent à des croyances parce qu'on les a suggérées, ces croyances, avec les images comme les affiches publicitaires ou les spots publicitaires, ainsi de suite. C'est de la manipulation mentale. Il n'y a pas de mal. Moi aussi, je fais de la manipulation mentale lorsque
je fais de l'hypnose ou même de la psychothérapie. Mais si c'est à bon escient, bien sûr. Si ce n'est pas quelque chose de malveillant. Là où la publicité peut être malveillante, c'est en politique. Et dans les phénomènes sociétaux, ça s'appelle la propagande, vous voyez. Et là encore, le sens commun, ça rejoint le problème de justement de la contagion mentale, c'est-à-dire comment on peut faire penser à une grande quantité de gens des choses qui ne s'étayent pas sur la réalité. Ce sont des croyances, mais on arrive en ayant recours à la faculté de dissociation et à ce qui a trait au sens commun, à propager des idées parfois bénéfiques, positives, parfois fausses et pas toujours très honnêtes. Voilà, le sujet est très vaste et on pourrait en parler pendant encore extrêmement longtemps. Donc là, j'ai publié un livre là-dessus qui s'appelle Métapsychologie du sens commun. Les affects premiers, support des croyances, de la contagion mentale et des troubles dissociatifs. Hommage à Pierre Fedida qui est décédé. Mon maître Fedida est décédé, malheureusement, ça fait plusieurs années. Ce livre, ce qu'il y a dans le livre, je l'ai aussi élaboré en grande partie avec mon maître Daniel Widlocher. Daniel Widlocher qui est toujours vivant et il est très âgé, mais c'est une sommité, a écrit un ouvrage. Il a écrit énormément de choses, dont un ouvrage qui s'appelle La métapsychologie du sens. Et c'est un ouvrage qui est un tout petit ouvrage, qui est pas très, vous voyez, voilà, je sais pas si on le voit. C'est un tout petit ouvrage. Il a écrit aussi de vastes traités de psychopathologie. Et Daniel Widlocher disait que parmi tout ce qu'il a écrit, la métapsychologie du sens, c'était ce qui était le plus cher à son cœur, mais que malheureusement, ça n'a pas eu le succès escompté. Pourquoi? Peut-être parce que c'est trop dense, c'est trop complexe, c'est pas destiné à un grand public. Lorsque j'avais des entretiens réguliers avec monsieur le professeur Daniel Widlocher, bien sûr, je me suis beaucoup inspiré de ses travaux. Je suis son élève et tout ce que j'espère, c'est pouvoir apporter ma modeste contribution à mieux faire connaître l'œuvre de Daniel Widlocher, peut-être même sans excès d'immodestie de la prolonger. Et donc mon travail, c'est un travail de thèse, de recherche au départ à la Sorbonne. J'ai demandé à monsieur Widlocher si mon travail de recherche pouvait être intitulé Métapsychologie du sens commun, en référence à la métapsychologie du sens de Daniel Widlocher. La métapsychologie du sens, en gros, c'est la théorie widlochérienne qu'il a puisée dans la psychologie de l'action, laquelle psychologie de l'action en Europe, en France, a surtout été étudiée, travaillée par Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, comme on le sait, a fait une partie de sa carrière en France, une partie aux États-Unis. Je crois qu'il était le doyen de la faculté de lettres de Nanterre. Il y a eu les événements de mai 68, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, il s'est exilé parce que, à un moment donné, les étudiants l'avaient agressé. Et bon, ça faisait partie de tous ces événements agités de l'époque. Et donc, Paul Ricoeur se situe à la jonction entre des phénomènes, des écoles de pensée qui sont très importantes, qui sont d'une part l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation des signes. L'autre, c'est la phénoménologie. Et c'est bien évidemment une énorme sommité intellectuelle dont monsieur Daniel Widlocher s'était inspiré entre autres pour écrire sa métapsychologie du sens, et que moi aussi je me suis inspiré indirectement pour écrire la métapsychologie du sens commun,
Ça relève de la psychologie de l'action, c'est-à-dire autrement dit, qu'est-ce qui motive les actions? Qu'est-ce qui est à l'origine des actions des gens? Quand on dit action, c'est pas uniquement une action motrice comme bouger un bras ou comme se déplacer ou même comme parler, parce que les pensées c'est aussi une forme d'action, même si on ne les voit pas. Voilà. Donc ça, ce sont des domaines extrêmement vastes que moi je trouve tout à fait passionnants et que j'espère pouvoir continuer et j'espère aussi pouvoir prolonger un petit peu les apports que mon maître Daniel Villecher et mon maître Pierre Fédida ont apporté à la psychologie. Maintenant, une question qui me tient à cœur. Les réseaux sociaux et notamment Facebook, pour ne citer que lui, peut-il engendrer des troubles dissociatifs ou, bien au contraire, révéler une pathologie sous-jacente? La suggestion, et c'est un sujet fondamental dont j'ai pas voulu parler comme ça d'emblée parce que ça peut être un petit peu polémique, vous savez, surtout maintenant avec la période, la pandémie du Covid. Donc il y a effectivement les réseaux sociaux rejoignent la notion de psychologie des masses, d'accord? Avant la psychologie des masses, c'était, c'était principalement la radio à l'époque de Mussolini, de Goebbels, ou même, n'est-ce pas, chez les Anglo-Saxons, chez les Anglais, eux aussi ont fait de la propagande, et même bien plus que Goebbels et les Allemands. La propagande, c'est les communistes également ont fait beaucoup de propagande, mais de moins bonne qualité, très maladroite et très médiocre. La propagande anglo-saxonne est très intéressante et même sur le plan intellectuel assez remarquable. Et elle est efficiente. Elle est efficiente. Et c'est pas toujours de la mauvaise propagande, hein, parce que ça peut aussi être utile. Donc les réseaux sociaux, ça a trait à la psychologie de masse. Ça a trait, c'est-à-dire qu'elle fait appel à la suggestion. C'est le même phénomène que l'on retrouve dans l'hypnose. Elle fait appel finalement au sens commun, puisqu'on dit que s'il y a tellement de gens qui disent la même chose et qui l'écrivent par milliers et par millions sur Internet, c'est que ça doit être vrai, quelque part, sens commun. Et le sens commun, René Descartes a bien exposé comment le sens commun pouvait être à la fois une très bonne chose, mais dont il faut se méfier. Et aussi une notion, on va dire, le mot peut paraître un peu provocateur, mais ou pas joli ou pas très élégant, d'hystérie collective, hein, puisque l'hystérie, c'est pas seulement les troubles dissociatifs de conversion, c'est aussi les troubles dissociatifs de la conscience. Et d'ailleurs, maintenant, on retrouve l'hystérie dans le DSM, qui est le manuel des maladies mentales, de classification des maladies mentales anglo-saxon. On retrouve l'hystérie pas sous le terme hystérie, on le retrouve sous le terme fugue dissociative, amnésie dissociative, trouble dissociatif de l'identité, personnalité multiple. Et à un autre chapitre, on retrouve l'hystérie de conversion, c'est-à-dire l'hystérie qui s'accompagne de symptômes corporels, en apparence neurologiques, sous l'appellation trouble somatoforme. Donc, le registre de la contagion mentale, de l'hystérie collective, hystérie pas au sens péjoratif du terme, parce que quand on dit si un patient est hystérique, nous autres médecins, on va pas dire à quelqu'un monsieur, madame, vous êtes hystérique, mais on va dire à nos collègues, tu sais, ce patient, c'est de l'hystérie. Et on pense pas mal à ça, mais on va pas le dire parce que ça a une connotation péjorative. Dont on pourra reparler, parce que hystérie, ça vient d'utérus aussi. C'est un peu sexiste, c'est un terme sexiste. On pensait qu'il y avait que les femmes qui étaient hystériques. C'était leur utérus, quand elles faisaient leurs symptômes hystériques, qui leur remontaient jusqu'à la gorge. C'est bien sûr tout à fait aberrant et c'est inexact. Mais ça a trait quand même, ce qui est exact, c'est que l'hystérie a trait à la sphère génitale, à la sphère sexuelle. Et là, on retrouve tous les travaux de Freud sur la sexualité. Donc, la psychologie de masse, les effets de groupe, qui est amplifié par les réseaux sociaux, qui est amplifié aussi par les médias, parce que maintenant les médias sont beaucoup plus puissants qu'avant, avec n'est-ce pas, toutes les méthodes modernes de
communication. Vous voyez, nous sommes là à distance et nous communiquons pourtant comme si nous étions assis l'un à côté de l'autre. On peut parler d'hystérie collective. Alors, ça peut être l'hystérie collective dans les deux sens. Prenons par exemple, là, l'histoire du Covid. Il peut y avoir quelque chose comme une hystérie collective lorsqu'il y a une panique généralisée et puis les gens qui perdent qui exagèrent par rapport à la crainte de la maladie. Ça, c'est pas un phénomène psychotique parce que la psychose relève du délire. C'est un phénomène névrotique qui relève du registre de l'hystérie. En gros, c'est un trouble dissociatif névrotique. Si on considère, comme je vous le disais au début de l'entretien, que la pathologie dissociative psychotique rejoint le domaine de l'organicité, et de la schizophrénie et des psychoses délirantes. Donc, on peut parler d'hystérie collective, par exemple, si j'avais l'une de mes patientes qui est d'origine chinoise au début de l'épidémie. Elle venait me voir et puis elle pleurait parce que déjà elle était dépressive et quand elle faisait la queue au supermarché au début de l'épidémie du Covid, les gens lui disaient de partir parce qu'elle était chinoise et parce que c'est un virus qui est chinois. Vous voyez. Donc, on n'approchait pas les Chinois. Les Chinois étaient pestiférés au début de l'épidémie du Covid. Bon, ça, c'est une forme d'hystérie collective, d'accord? Considérer que parce qu'on croise quelqu'un d'asiatique, que forcément, il va nous, il va être nocif et il va nous inoculer le mal, tout ça. À l'inverse, ceux qui sont dans le déni de la réalité du Covid et de la dangerosité du Covid, ça aussi c'est une forme d'hystérie collective. Ceux qui vous disent ça n'existe pas, c'est un complot, tout ça. Bien sûr que le Covid existe, vous voyez, mais vous avez toute une série de théories là-dessus par rapport à la non-existence du Covid, au fait qu'il n'est pas utile de prendre des précautions alimentaires. Ça aussi c'est une forme d'hystérie collective. Bon, tout ça, ça rejoint aussi le problème de la réalité, qui est lui aussi un vaste domaine dont les origines sont très anciennes. Ça remonte à Aristote et à Platon. Toute la problématique philosophique de Platon et d'Aristote, c'est de pouvoir déterminer ce qui est réel de ce qui n'est pas réel, ou ce qui est vrai, véridique, de ce qui n'est pas véridique. Et Platon et Aristote avaient des approches, qui se rejoignaient d'une certaine façon, puisque Aristote était l'élève de Platon, mais après Aristote est, on va dire, entré en dissidence, et là encore c'est tout un sujet sur lequel j'ai mon avis, sur lequel j'ai écrit. Moi, je me revendique plutôt de l'école platonicienne, et Platon accorde la prééminence à la pensée, n'est-ce pas, au mental, sur les données sensorielles, physiques, corporelles. Et ça encore, c'est un sujet extrêmement vaste et extrêmement passionnant. Métapsychologie du sens commun, le langage des affects premiers, support archaïque des croyances, de la contagion mentale et des troubles dissociatifs. Par Simon Baroudé, accessible auprès des presses universitaires à compter du premier trimestre 2021. Le sens commun se rapporte à une structure et des fonctions archaïques présentes dès les stades précoces de l'évolution. Il correspond à un langage universel dont les unités sémantiques sont des idéographes sénestopathiques. Le processus d'individuation se réalise au fur et à mesure des identifications successives par projection-introjection récurrente des idéographes d'autrui. La contagion mentale relève de l'échange des idéographes. L'acceptation aristotélicienne et l'acceptation stoïcienne du sens commun ont fusionné dans la Rome antique, aboutissant au concept d'humanisme. Chaque homme, au fur et à mesure de son individuation, a introjecté dans ses enveloppes corporelles et mentales une partie des animaux moins évolués que lui et une partie des autres hommes. La topique neuronale et mentale de la personne et d'autrui relève d'une structure commune, d'une même communauté dont les éléments sont des
des variétés homéomorphes, cela veut dire qu'elles ne présentent pas de séparation topologique, sinon en apparence. Le modèle Darwin social de l'appareil neuropsychique, la présentation riemannienne des idéographes sénestopathiques, permettent de formaliser en termes de variétés différentielles le système de la vie de relation. Le problème de l'incohérence entre le langage, la logique et la réalité se pose tout particulièrement lors d'une psychothérapie. La cohérence se perd ou se retrouve dans le champ du protolangage idéographique préconscient. Nous étudions les mécanismes transférentiels, la psychopathologie des troubles dissociatifs, des conduites suicidaires par dissociation mentale, le problème de l'auto-agressivité et des conduites d'échec récurrentes.